Je vous propose maintenant de partir pour un pays où le vent est une ressource qui ne manque pas. Notre zoom nous emmène sur la côte ouest de l'Irlande. Des paysages grandioses, de falaises, de vallées verdoyantes et de bout du monde. Une terre propice aux légendes que nous font découvrir Michel Scott et Noélie Claire. Regardez. Caressée par l'air océanique de la côte, qui n'est jamais loin en Irlande, la rivière Moy nous fait entrer sur l'île d'Emeraude. Et ses eaux, sans y paraître, recèlent un trésor. 10 000 saumons remontent le courant chaque année vers Ballina, la capitale des pêches miraculeuses. Ici, à l'endroit où l'eau de source rencontre la marée, les prises sont très nombreuses. Attention à la marche. Les saumons passent la barrière du torrent et restent dans ce trou juste là. Et c'est là que vous lancez votre hameçon. Il y a ceux qui observent à distance ce spectacle quotidien et les passionnés qui n'en démordent pas. Nous, on vient le matin ou le soir. Tous les jours? Oui, tous les jours. Francis retrouve Peter et Joséphine. Tous deux s'occupent de l'association des pêcheurs de Ballina. Nous sommes au nord-ouest de l'Irlande, le premier endroit où les poissons arrivent quand ils viennent d'Islande ou du Groenland. Voilà pourquoi ils sont si nombreux. La preuve, il ne faut pas plus de quelques minutes à Peter pour que ça morde. Ça, c'est une belle prise. Qu'il est beau. Il pèse combien, à votre avis? Oh, je dirais dans les 2 kilos à peu près. Avant de prendre la route, un petit clin d'œil à l'enfant du pays. Rien de moins qu'un président américain dont les ancêtres, venus d'ici, firent autrefois la traversée de l'Atlantique. L'Irlande, une terre longtemps pauvre, que ses habitants quittaient pour une vie meilleure, est aujourd'hui comme un pays de cocagne que chacun n'en finit plus de redécouvrir. Telle cette famille arrêtée au bord de la lande pour profiter des vues, tout simplement. Même en vivant ici, on ne se lasse pas des paysages. C'est bon pour l'esprit, pour l'âme. On conduit très doucement pour absorber tout ce qu'on voit. Chaque mouton, chaque muret, chaque montagne, là, depuis des millions d'années. Et puis, il y a des rencontres. Par hasard. C'est un instrument traditionnel? Oui, c'est une flûte basse, typiquement irlandaise, avec ce son très celtique. Et le morceau que je vous ai joué, je ne sais pas comment vous dire, ça vient des tripes. Alors, c'est la musique de Death qui va nous accompagner tout au long du chemin. Avec pour commencer le Connemara, le pays des traditions ancestrales et d'une langue multimillénaire. En Gaeltacht, ça veut dire qu'à partir d'ici, nous rentrons dans le pays où on parle gaélique. Que ce soit sur les devantures des échoppes ou simplement en échangeant quelques mots avec les passants, tout indique que la première langue ici n'est pas l'anglais, mais bien l'irlandais. Ça va? Vous parlez gaélique? Oui, bien sûr. Petit cours de lecture. Ça veut dire le pont. Et Tréhasa et ses amis ne s'expriment même que de cette manière. C'est ma première langue. Aussi loin que je m'en souvienne, on parlait irlandais à la maison. L'anglais, je ne l'ai appris qu'après, à l'école. Faites-nous entendre à quoi ça ressemble. Un poème, par exemple. Et on écoute.
Presque aussi vieille que cet idiome venu du fond des âges, une autre relique est préservée dans cette région, le currach, la barque traditionnelle des pêcheurs de la côte ouest. C'était le moyen de locomotion principal à l'époque. Avant que les véhicules à moteur, les routes n'existent. Tout le monde se déplaçait avec ça, pour aller d'une île à l'autre et tout le long de la côte. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture. Et puis franchement, l'air frais du large, c'est super. Surtout avec ce temps. Le currach, c'est le symbole de ce qui fut autrefois, tout près d'ici, la région la plus reculée d'Irlande, les îles d'Arran. Impossible de ne pas y faire un tour. Attention à votre tête. Pour les Iliens, il y a le bateau, bien sûr, mais surtout ce petit avion de 8 places pour une traversée express. Et nous voici partis pour 8 minutes de vol, un petit saut de puce pour atteindre Inishmore, la plus grande des îles d'Arran. 14 km sur à peine 1 de large, Inishmore est une longue bande de terre au paysage découpé, de milliers de murets de pierre. Ici, on circule à pied ou à vélo. D'abord pour découvrir les incroyables falaises dominées par un fort datant de l'âge de bronze. Entrez par ici, faites attention. Aucune protection ici, c'est un à-pic de plus de 80 mètres qui surplombe la mer. Je n'aime pas aller trop près. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait des accidents avec les touristes? Oh, ce serait de la sélection naturelle. Sans risque aucun, en revanche, de l'autre côté, une plage aux eaux cristallines et toutes de sable blanc. Un bonheur pour ceux qui savent en profiter. On dirait les Caraïbes un peu, non? La seule question, c'est la température, non? Elle est bonne. Vous êtes sûr? Non, non, c'est pas vrai. Si, elle fait 14-15 degrés. Oh, il n'y a pas à dire. Elle est excellente. Nous quittons maintenant les îles d'Arran pour poursuivre notre périple en contournant Galway vers Gort, puis vers le sud et le comté du Kerry. Sur le chemin, un petit détour par une tour étrange. L'un des plus grands poètes d'Irlande en fit son domicile autrefois. Bercé par les murmures du ruisseau qui la borde, envoûté par les bois qui l'entourent, Yeats y écrivit quelques-uns de ses plus beaux vers. Il faut l'imaginer à la lueur de la bougie écrire ses poèmes inspirés par les vieux escaliers de pierre qui montent au sommet. Yeats est célébré ici comme un fondateur de la Renaissance celtique, comme les poètes et les conteurs qui ont forgé ce pays fait de songes et de légendes. En entrant dans le Kerry, le royaume comme on l'appelle ici, on pénètre dans la contrée des lutins malicieux et des apparitions mystérieuses. Sur les bords de la baie de Kenmare, Snim est un petit village haut en couleur, célèbre pour avoir accueilli un certain général de Gaulle autrefois après la fin de sa vie publique. Mais Snim est surtout situé sur le chemin des fées. Prisonnières de la vallée, elles essayent continuellement de s'échapper pour aller vers la mer. Et on ne plaisante pas avec les Banshees et leurs maléfices, comme nous le confirme Bad Burns, l'un des plus célèbres conteurs des environs. Mon père me parlait toujours des Banshees, les fées et les esprits malins. Tout ça peuplait nos histoires. Il y avait par exemple cet ancien fort circulaire. J'avais l'habitude d'aller m'y balader, le matin ou pendant la journée. Mais quand la nuit était venue, je m'en tenais éloigné, car mon père me mettait en garde.
Les fées s'y réunissaient. Elles festoyaient et s'amusaient jusqu'au petit matin. Et il ne fallait surtout pas les déranger. La légende veut que les Milésiens, la tribu celtique des origines, aient abordé ces côtes pour faire de l'Irlande la terre des Gaëls. Et nous voici presque au bout du continent européen, presque parce que tout là-bas se trouvent encore 2 petits bouts de terre. Les Skelligs sont ces 2 pyramides de roches plantées en pleine mer. Il faut 45 minutes de navigation pour les atteindre. Quand il y a de la houle, l'exercice n'est pas toujours simple. Attrape les anneaux, les anneaux! Et quand la pluie s'ajoute au vent, l'ascension vers le sommet du piton devient carrément dantesque. Depuis des siècles, des milliers de macareux et autres oiseaux de mer y ont trouvé refuge. Mais au bout d'une ascension de 600 marches, à presque 200 mètres au-dessus des flots, on rejoint l'endroit le plus improbable où des hommes ont un jour installé une colonie. Le monastère de Skellig Michael. Nous y sommes. Regarde ça, Noélie. Avec ces huttes de pierre, telles qu'elles n'ont pas changé depuis le VIe siècle. Comment ont-ils fait pour construire quelque chose comme ça? Toutes les pierres viennent de l'île. Ils avaient creusé une carrière pour ça. Et elles ont été hissées au sommet, pas seulement par l'escalier que vous avez vu, mais par d'autres aussi, encore moins faciles. Les moines ont donc tout bâti eux-mêmes, non pas pour se couper de la civilisation, mais pour l'implanter dans le plus inaccessible des lieux. Vision d'une région un peu rebelle et hors du temps, comme la côte ouest de l'île d'Émeraude, en compte de si nombreuses.